Existent des histoires dont personne ne parle vraiment, des histoires silencieuses qui ne cherchent pas à être vues mais seulement à être senties. Elles vivent dans les maisons où les fenêtres donnent sur la mer, dans les respirations lentes, dans les gestes répétés depuis si longtemps on ne sait plus qui les a commencés. Ce sont des histoires de patience attentive, de cet amour qui reste même quand tout semble dire qu'il faudrait abandonner. Parce que perdre quelqu'un, ce n'est pas seulement dire adieu, qu'est apprendre à vivre avec un espace qui a une forme, un visage, un nom. À Marie-Claire, le village au bord du Venton, dit que la mer garde toute elle riresse le larmesse le promesse. Certains pensent que ce ne sont que des mots, mais ceux qui ont aimé vraiment aimé savent qu'il y a des choses que l'on n'efface jamais. Et parfois sans prévenir, sans raison apparente, la mer rend ce qu'elle avait pris. C'est là, juste là, que commence cette histoire. La maison d'Anaïs était posée juste en face de la mer, comme si elle avait été construite pour écouter le bruit des vagues plutôt que celui des voix humaines. Le vent passait chaque jour sous les portaises, dans les rideaux, dans les cheveux, comme un visiteur qui n'avait jamais besoin de frapper. C'était une maison silencieuse, mais un silence qui respirait, un silence qui regardait, qui gardait des souvenirs, et c'est dans ce silence-là que commençait leur histoire. Le village s'appelait Marie-Claire, un endroit petit presque oublié sur les cartes où les gens savaient reconnaître le vent rien qu'en fermant les yeux. Les maisons y étaient basses, construites en pierrite. La mer semblait toujours plus proche qu'elle ne l'était vraiment, comme si elle écoutait tout ce qui se disait. Anaïs vivait là avec sa mère Madeleine. Autrefois, Madeleine avait été pleine de lumière, une femme qui riait vite et qui marchait droite, qui parlait fort quand elle était heureuse, mais aujourd'hui elle restait souvent assise, le regard posé quelque part entre la mer et un souvenir qui glissait entre ses doigts. Chaque matin, Anaïs ouvrait les fenêtres, le vent entrait comme une vague douce soulevant les rideaux, dispersant l'odeur du sel dans la maison. Elle aidait sa mère à se lever, à s'asseoir, à respirer un peu mieux. Ce n'était pas un geste héroïque, qu'était un geste qu'elle avait fait tant de fois que ses mains le connaissaient seules. Bonjour maman, disait-elle toujours d'une voix calme. Madeleine ne répondait pas toujours avec des mots, mais son sourire, même léger, même fragile, avait encore le pouvoir d'illuminer la pièce. Ce sourire la valait plus que 1000 phrases. Les journées étaient calmes, parfois longues, parfois lourdes. Anaïs préparait le repas, rangeait la maison, racontait à sa mère ce qui se passait au village, même si elle ne savait jamais vraiment si elle écoutait, mais elle savait une chose, être là, qu'était déjà aimée. Le soir, quand le soleil descendait derrière l'océan, Anaïs s'asseyait près de la fenêtre, elle regardait l'eau changer de couleur, passer du bleu au cuivre puis au noir profond. Elle écoutait la mer gronder doucement, respirer, se souvenir. Elle cherchait dans ses vagues des réponses qu'elle ne demandait à personne. À Marie-Claire, on disait souvent la mer ne prend jamais sans raison, et parfois elle rend. Anaïs n'y croyait pas, vraiment pas encore, mais elle allait apprendre que la mer elle aussi garde ses promesses. Avant le silence, il y avait Julien, riait fort, parlait avec les mains, portait toujours l'odeur du sel sur la peau. C'était un homme fait de mer et de lumière, un homme que l'horizon appelait comme un ami. Pour Anaïs, il était le centre du monde. Chaque matin, il partait d'avant l'aube, pas résonnait à peine sur les pierres humides, puis il n'y avait plus que le vent. La mer l'appelait, il répondait avec la certitude tranquille de ceux qui savent où ils doivent être. Il disait toujours: on revient toujours vers ce qu'on aime toujours. Cet hiver-là pourtant, la mer changea, le vent se leva sans prévenir, les vagues montèrent aux très hautes comme des montagnes vivantes qui avalent le ciel. Même les pêcheurs les plus anciens restèrent au port. Mais Julien était déjà au large, seul contre les vagues, contre le temps, contre le ciel entier. On retrouva le bateau renversé, brisé contre les rochers, mais pas Julien, jamais. Ce jour-là, Madeleine cessa de parler, son rire qui avait été rapide et clair éteignit sans un son. La maison devint plus silencieuse que la mer elle-même. Anaïs apprit trop vite ce que veut dire perdre. Restait de Julien une seule chose, une montre en métal qu'il portait toujours à son poignet. Disait-on que cette montre fonctionne, je reviens, mais la montre disparut avec lui. Pourtant, certaines nuits, quand la mer parlait fort, Anaïs croyait entendre un tic-tac lointain, obstiné comme un souvenir, comme une promesse, comme quelque chose qui refuse de mourir. À Marie-Claire, on disait que la mer ne prend jamais sans raison et qu'elle rend parfois, mais seulement ce qui n'a jamais cessé d'être aimé. Anaïs ne le savait pas encore, mais la mer n'avait pas terminé son histoire. C'était un matin d'été clair et paisible, le genre de matin où la mer respire doucement, la lumière semble tenir le monde en équilibre. Rien ne disait que quelque chose allait changer, et pourtant dans l'air flottait une attente que personne ne nommait. On frappa doucement à la porte. Anaïs ouvrit. Sur le seuil se tenait Émilène, pêcheur du village, un homme à la parole rare et au regard sincère. Ce matin-là, il ne dit qu'un mot, devient c'est dans ce mot il y avait tout. Anaïs aida Madeleine à se lever, elles sortirent ensemble, marchant lentement jusqu'à la plage. Le vent soulevait les cheveux d'Anaïs, la mer murmurait avec la patience des choses anciennes. Le soleil dorait l'eau, une lumière qui semblait vouloir guérir quelque chose. À leur arrivée, plusieurs habitants étaient déjà là, personne ne parlait, tout regardait le même point, là où les vagues se retiraient et revenaient, un silence dense comme si le monde retenait son souffle. Dans l'écume mêlée à des algues et à des cordes râpées, un vieux filet de pêche fatigué par un long voyage reposait contre une pierre noire. Il avait l'air de revenir de très loin. Et là, au milieu des fibres effilochées, trouvait une montre, la montre de Julien, usée par le sel, marquée par le temps, mais entière, vivante, comme si elle avait simplement attendu son heure. Madeleine s'arrêta, doigts tremblèrent, elle posa sa main sur le bras d'Anaïs, voix brisée mais claire, trouva enfin son chemin, il n'est jamais parti.
La mère respirait, le vent passait doucement entre les visages. Quelque chose se referma ou peut-être quelque chose s'ouvrit. Un fil invisible reprit sa place. La vie recommença à circuler doucement, silencieusement. Dans les jours qui suivirent, le village parla peu, pas par manque d'importance, mais parce que certaines histoires n'ont pas besoin de mots. Elles se déposent dans les gestes, dans les regards, dans la façon de respirer plus doucement. Anaïs gardait la montre près d'elle. Il ne la portait pas, elle la tenait comme on tient une mémoire fragile, comme on tient un cœur qu'on ne veut plus perdre. Le métal froid avait la chaleur d'un souvenir revenu sans douleur. Chaque matin, elle ouvrait les fenêtres. La mère entrait, mais maintenant elle n'était plus une absence, elle était une présence, une voix qui disait: tu n'es pas seule. Madeleine marchait lentement, mais elle marchait, et Anaïs marchait à ses côtés sans la pousser, sans la retenir, juste en étant là. Parfois les guérisons ressemblent à cela, simples, silencieuses et persistantes. Certaines fins ne sont pas des fins, elles sont des passages, des portes ouvertes sur une lumière un peu différente. Anaïs apprit à respirer autrement, à aimer autrement, à vivre sans attendre que quelque chose manque. Madeleine aussi changea, tous ses mots ne revinrent pas, mais son regard retrouva le chemin du monde, se posa sur sa fille claire vivante présente, comme si la mère lui avait rendu quelque chose elle aussi. Le temps n'efface pas, il transforme, il rend autrement, il rend quand le cœur est prêt à recevoir ce que la mère avait pris, elle l'avait rendu au moment exact où l'amour pouvait comprendre. Et vous, si quelque chose que vous avez perdu revenait demain, seriez-vous prêt à l'accueillir ou auriez-vous peur de ce que cela réveillerait en vous? Dites-le, peut-être que cette fois ce n'est pas la mère qui répondra mais vous.